He's been such a benefit and such a kind of second sight to a lot of my films. You know, Drew really, came along for the long ride of the Amblin years and just made a tremendous contribution. He's part of the movie experience. Having Drew Struzan do your poster is almost worth making movies just for that. I'm a big fan of Drew Struzan. It's beautiful work. It's just great work, and there's only one. He's one of a kind. Nobody else is Drew Struzan, I promise you. Nous sommes en 1975. Un homme est au volant de sa voiture sur Sunset Boulevard, rue mythique de Los Angeles. Cet homme, c'est Barry Cherechevsky, directeur artistique chez Seeniger Advertising. Parmi tous les clubs, tous les restaurants et tous les magasins qui peuvent détourner son attention, jette son œil sur un panneau en particulier. Cette affiche, c'est une promotion pour l'album Welcome to My Nightmare d'Alice Cooper. Ce qui a retenu son attention, c'est pas le fait qu'il y ait un nouveau disque d'Alice, mais c'est son illustration. Barry rentre vite voir son patron et lui dit qu'il faut absolument trouver le gars qui a dessiné ça. Alors, il s'empresse d'aller acheter un exemplaire pour regarder le nom de l'illustrateur dans les crédits. Si vous avez déjà vu l'affiche d'un film sorti entre 1975 et 2015, vous avez sûrement déjà vu son travail. Indiana Jones, Harry Potter ou encore Retour vers le futur. Bonjour à tous et bienvenue dans l'histoire du plus grand illustrateur d'affiches de cinéma, Drew Struzan. Notre histoire commence le 18 mars 1947, dans la ville d'Oregon City, dans l'Oregon. En ce jour de fin d'hiver, un petit garçon naît. Ce garçon s'appelle Drew Struzan. Le début de sa vie fut assez compliqué. Il est né dans une famille très pauvre qui semble étrangement ne pas l'aimer. Dès très jeune, le dessin lui est apparu comme une évidence. Il avouait dans une interview qu'un jour, alors qu'il n'était encore que bébé, il avait soif. Sauf que lui, il sait pas parler. Du coup, il a dessiné de l'eau qui coulait dans un verre. Il l'a montré à sa mère et mission réussie. Il a eu son verre d'eau. Bien joué Drew. Sa famille était tellement pauvre que le seul papier qu'il avait à la maison pour dessiner, c'était du papier toilette. Alors bon, il dessine sur son PQ, arrivé à l'adolescence, et il revend des portraits de ses profs et d'autres personnes à ses potes pour $2 l'un. Une fois au lycée, Drew a demandé à son prof quelle était la meilleure école d'art en Californie. Il lui a donc répondu que c'était l'Art Center à Pasadena. Alors, il a commencé à récupérer tous les dessins qu'il a fait pendant les cours, il les a emballés et les a envoyés à l'école pour savoir ce qu'elle en pensait. L'Art Center, qui dans le futur a reçu les plus grands comme Michael Bay ou Zack Snyder, répond à Drew en lui disant « Tu as accepté qu'une bourse d'études ». En 1966, une fois élève de l'Art Center, il arrive un jour où à la pause déjeuner, tous ses camarades sont rassemblés autour d'un professeur, Lorser Fettelson. Vous allez me dire, c'est très bien, mais Lorser Fettelson, c'est qui? À l'époque, c'était un pionnier de la peinture abstraite, et il a aussi fondé avec sa femme le mouvement post-surréalisme. Bon, tout le monde est autour de ce prof, sauf un, qui reste plus à l'écart. Même si Drew ne paye pas ses études, il est tellement pauvre qu'il ne peut même pas s'acheter de quoi déjeuner. Mais pour Lorser, ça a aucune importance. Il semble tout de même particulièrement intéressé par Drew. Une fois retourné en classe, Drew demande à Lorser pourquoi est-ce qu'il est intéressé par lui et pas par tous les autres. Lorser lui répond parce que je m'adresse qu'à l'unique personne qui compte. Et à partir de cette phrase-là, Drew s'est envolé. En plein été de la même année, Drew a 19 ans et rencontre à un bal à San José une femme, Dylan. Ça matche bien et dans les deux sens du terme, car c'est autour d'un bon ping-pong 3-7 gagnants de fin de soirée qui se mettent ensemble. Très vite après ça, avec Dylan, ils se marieront et auront un enfant, Christian Struzan. Cet enfant, il leur coûtait très cher. Tellement cher que Drew a dû faire le choix d'arrêter de manger, acheter de la peinture, pour pouvoir peindre pour des catalogues en dessinant par exemple des sièges de toilette ou des enceintes. Nous sommes maintenant 4 ans plus tard. Drew a fini son école et cherche maintenant du boulot. Il envoie un message à Disney et quelques jours plus tard, il décroche un entretien. Drew se pointe dans les bureaux de Disney, lui met dans une petite pièce de 9 mètres carrés et lui demande de dessiner ce qu'il veut. Alors, il dessine ce qu'il veut. Il le donne au recruteur et il lui dit qu'ils les rappelleront. Juste après ça, il décroche un entretien chez Pacific Eye & Ear, à l'époque dans le top 3 des plus gros studios de design de pochettes d'albums. Drew prépare son portfolio et le montre à Ernie Cefalu, patron du studio. Pour améliorer ses chances d'être recruté, Drew dit à Ernie qu'il pouvait travailler que 5 jours en étant payé que 4. Ernie regarde son travail, il l'aime bien. Il l'aime beaucoup même. I said to him, I swear to God, just like I said, you know what, man, if you can do the work like this book, you work 5 days, you get paid 5 days. I thought that was heaven, that I could work and actually get a check and count on it at the end of the week. Entre-temps, Disney l'a rappelé, pour lui dire qu'il pouvait être embauché en tant que dessinateur d'arrière-plan. Drew réfléchit, sacré dilemme, aller dans le plus gros studio d'animation du monde ou faire des pochettes d'albums. Et c'est comme ça que Drew Struzan, jeune artiste fauché, rentre chez Disney. Et non, je rigole, il a le flemme de passer du temps sur des dessins qui finiront en arrière-plan. Alors, il part travailler chez Pacific Eye & Ear en étant payé 5 jours par semaine. Très fort. Drew, maintenant il rentre dans une période de 4 ans dans laquelle il enchaîne pochette sur pochette. Bee Gees, Black Sabbath, The Beach Boys, Earth, Wind & Fire et plein d'autres. Il arrive un jour en 1975 où Alice Cooper, célèbre chanteur des années 70, contacte le studio Pacific Eye & Ear pour lui demander de faire la pochette de son prochain album. Du coup, comme ce travail a titré à Drew, il se rend donc dans la villa d'Alice pour me prendre en photo.
Une fois le shooting fait, il retourne au boulot et commence à dessiner la cover. Alice venait souvent à l'atelier pour voir ce qu'il faisait. Il s'asseyait derrière lui toute la journée à observer son talent. Une fois la cover finie, elle est placardée sur tous les murs d'Hollywood. Et comme je vous l'ai déjà raconté en début de vidéo, cette affiche sera vue par Barry Chereszewski, directeur artistique chez Seeniger Advertising. Une fois que Barry trouve le nom de Drew, Tony Seeniger, le patron de l'entreprise, appelle Pacific Liner pour parler à Drew. Il lui propose de faire l'affiche du film The Blackbird pour le même prix que ce qu'il gagne en faisant des pochettes toute l'année. Alors forcément, Drew a besoin d'argent, il accepte. Bon, maintenant c'est bien beau, il a décroché ce job, sauf que Drew, il a jamais fait ça, faire une affiche de film. Donc Tony lui dit qu'il a qu'à copier le style de Norman Rockwell, célèbre illustrateur pour ça par exemple. Donc Drew, il essaye et rend ça. Comparé à Rockwell, c'est franchement pas mal. Tony est bluffé, il lui donne d'autres affiches à faire. 2 ans plus tard, maintenant que Drew est lancé dans l'industrie du cinéma, un artiste du nom de Charlie White, 3, ayant entendu parler de Drew, il le contacte pour lui proposer de faire une affiche en collaboration. Cette collaboration, c'est pour un petit film sur l'histoire d'un gars qui pécho sa sœur dans un vaisseau. Chelou, mais vas-y. Charlie a appelé Drew pour qu'il dessine les portraits, et lui s'occupera des décors et des robots. Après seulement 7 jours de travail, Drew et Charlie rendent juste avant la deadline cette affiche. Ah oui, pardon, je vous ai pas dit, le film c'est Star Wars. Alors du coup, cette affiche, Lucasfilm la trouve très belle. Le seul bémol, c'est qu'il y a un espace à respecter pour mettre les noms des acteurs et du réalisateur. Et cette affiche, ça le respecte pas vraiment. Charlie et Drew ont dû trouver une solution le plus rapidement possible. Faire une affiche de zéro? Non, pas possible. Effacer et redessiner par-dessus? Trop long. Ils ont opté pour ajouter de l'espace sur les contours. Ouais, c'est l'affiche finale. Ils ont juste pris en photo l'affiche sur une planche en bois, quoi. Ce coup de roulette russe, ça a payé, car c'est devenu l'affiche préférée de George Lucas, créateur de Star Wars. Par la suite, George Lucas demandera à Drew de faire les posters de tous les prochains Star Wars. Pour rester sur encore un peu de Star Wars, j'ai une petite anecdote sur l'affiche du Retour du Jedi. Pour le 3e film Star Wars, on a demandé à Drew de faire l'affiche promotionnelle du film. Comme Drew n'avait pas le droit de regarder le film avant sa sortie, il a choisi la couleur des sabres en fonction de ce qu'il trouvait joli. Et c'est que plus tard, une fois que tout le monde connaissait le film par cœur, que les fans ont remarqué que les sabres n'étaient pas de la bonne couleur. Luke avec un sabre rouge, je crois que ça n'a pas plu à la commu. Vous avez sûrement déjà vu cette affiche. Elle a été réalisée dans des conditions assez particulières. Nous sommes un soir de novembre 1982. Il est 21h et Drew reçoit un appel d'Universal Studios. On lui demande de faire un poster pour le lendemain. La seule info qu'on lui donne pour faire le poster, c'est que le film sera une adaptation du film The Thing de 1951. Peu longtemps après, Dylan revient des courses, se garde dans l'allée et voit Drew sortir de la maison en courant. Il a un appareil photo à la main, une parka moumouté sur le dos, des gros gants et des bottes, et il crie à Dylan « J'en ai besoin pour ce soir ». Alors ils sont tous les deux allés dans la buanderie pour faire un shooting photo rapidement. Ensuite ils ont imprimé les photos pour que Drew les prenne comme inspiration. Drew a passé toute la nuit sans dormir à dessiner une affiche en improvisation avec les photos qu'il avait prises la veille. Dès le matin, un livreur venant des studios était devant sa porte pour récupérer l'affiche. Quand le studio a reçu l'affiche pour la prendre en photo, elle était encore mouillée. Au total, élaborer, peindre et délivrer aura pris moins de 24 heures. « 1984. Ah, quelle année. Gilbert Montagnier au top de sa carrière avec On va s'aimer, Mark Zuckerberg vient de sortir de l'usine, et le premier Macintosh est venu au monde. Mais 1984, c'est aussi une année chargée en cinéma. Terminator, Ghostbusters, Footloose, Karate Kid, Gremlins, Amadeus, Dune, bref, plein de films, mais surtout un en particulier. Vous entendez cette musique? Indiana Jones, film réalisé par Steven Spielberg et produit par George Lucas, est un chef-d'œuvre du cinéma d'aventure. Après avoir tourné le film, tout simplement, Spielberg et Lucas cherchent à faire une affiche. George Lucas, qui connaît déjà bien le travail de Drew, conseille à Spielberg de l'appeler. C'est donc un vendredi soir que Drew reçoit l'appel de l'équipe marketing du film, qui n'est pas du tout satisfait du poster réalisé par un autre artiste. Drew a carte blanche, donc il doit réfléchir à une idée et commencer vite à la faire. Parce que le rendu, c'est pour lundi. Alors il enchaîne, il prend très peu de pauses et sort ça. Finalement, les 2 affiches seront utilisées pour le marketing du film. Mais le petit truc que Drew a eu en plus, c'est que lui il a pu réaliser les posters d'Indiana Jones 2 et 3. Alors oui, aussi, petite anecdote, j'aime bien les petites anecdotes. On lui a demandé de faire l'illustration de l'attraction de Disneyland. Alors, comme tout grand fan de la licence, il a sorti son meilleur cosplay d'Indy et a posé pour se redessiner ensuite. Ça, c'est un procédé qu'il a déjà eu l'habitude de faire dès son début de carrière. Comme pour la cover de Sabbath Bloody Sabbath de Black Sabbath, sur laquelle il s'est dessiné au centre des 2 illustrations, là et là. Mais aussi par exemple sur l'affiche de Hook, où il s'est dessiné lui et son fils en pirate, juste là. Il a aussi dessiné sa femme en sirène, juste ici. Et c'est lui aussi ici dans l'eau sur l'affiche de Big Trouble in Little China. 1 an plus tard, un nouveau monstre du cinéma produit par Spielberg, ce mec qui est partout, est sur le point de sortir. Il s'appelle Retour à le futur et il a besoin d'une affiche. Bon, maintenant c'est devenu presque logique, mais Robert Zemeckis et Steven Spielberg se tournent vers Drew. Désolé, j'ai pas spécialement d'anecdotes sur cette affiche, mais par contre j'en ai une sur la 2e. À ce qui paraît, pour le volume 2, la volonté des producteurs c'était d'avoir 2 personnages. Ils ont voulu ajouter Doc à l'affiche. Alors cette fois-ci, Drew s'y est pris en avance. Il est venu sur le tournage pour faire un shooting photo de Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Ensuite, rebolote pour le 3e film, sauf que cette fois-ci, après coup,
Les producteurs se sont dit que sur le premier film, il y avait un personnage, sur le deuxième film, il y avait 2 personnages, sur le troisième, il en fallait 3. Alors à la dernière minute, il a peint Clara sur une feuille à part, l'a découpée et l'a ajoutée au poster. Maintenant que Drew a emmagasiné pas mal d'expérience dans la peinture, il a voulu se lancer en solo. Bon, même s'il est très bon en peinture, il avait aucune expérience dans la gestion de business. Il a donc signé un partenariat avec un studio qu'il mettra en relation contre un petit pourcentage. Pour l'instant, sur le papier, c'est plutôt clean. Pour vous expliquer un peu le fonctionnement de l'arrangement qu'ils avaient, c'était que Drew envoyait les œuvres au studio qui eux-mêmes les envoyaient aux imprimeurs pour les photocopier. Mais au bout de plusieurs envois, Drew se demandait pourquoi le studio les renvoyait pas. Alors il les contacte et demande pourquoi. Les gars inventent des excuses en disant que c'est l'imprimeur qui l'a et que blablabla, enfin bref, des magouilles. Et par-dessus ces excuses, il donnait à Drew encore plus de travail pour qu'il pense pas à la douille qu'il est en train de se prendre. Tout ce petit bazar, ça a quand même duré 8 ans. 8 ans dans lesquels Drew s'est fait voler plus de 100 œuvres originales. En plus de ça, le studio récupérait tout l'argent et inversait qu'une petite partie à Drew. Au bout de ces 8 années, Drew a quand même réussi à mettre fin au contrat, ce qui l'a fait retomber dans la pauvreté. 18 ans après le début des événements, en 2008, Drew découvre que toutes ses œuvres se trouvent chez Christie's à New York pour être vendues aux enchères. Drew décide alors de les appeler et de leur dire que c'est ses œuvres en fait. Et en réponse, il s'est fait poursuivre en justice. Alors du coup, logique, il les a poursuivis en retour, et le gars, il est mort. Ouais, je sais, on dirait une blague, mais non, c'est bien vrai. Le gars est mort d'une crise cardiaque quand il a vu que Drew Struzan a voulu l'attaquer en justice. Bon. Et comme on peut pas poursuivre un mort, la cour a décidé d'analyser son cas, et au final, de lui rendre toutes ses œuvres. Parce qu'elles sont à lui, en fait, finalement. Maintenant, je vais vous raconter 2-3 petites anecdotes que j'ai pas pu caler dans la vidéo. Au début du film The Mist de Frank Darabont, d'ailleurs je vous ai raconté son histoire ici, le personnage principal représente Drew Struzan. Le tableau que le personnage principal peint au début, il était vraiment peint par Drew Struzan pour qu'il l'utilise pour le tournage. Et en plus de ça, le décorateur a pris des photos du vrai studio de Drew pour le reproduire pour le film. Pour l'affiche des Goonies, le directeur artistique du film a dessiné un croquis de l'affiche à l'arrache sur une feuille pendant qu'il était en train de manger. Ensuite, il l'a donné à Struzan pour faire l'affiche. Un jour de 1982, Drew rend visite à Spielberg. Il joue un peu au flipper, il s'allonge et il parle de cinéma. Spielberg lui avoue qu'il est en train de préparer un film sur un petit extraterrestre. Alors du coup, Drew a fait l'affiche, sauf que pour faire cette affiche, il avait ni l'image de l'extraterrestre, ni de l'enfant, parce qu'il était même pas encore casté. C'est seulement après que le film soit sorti qu'il a pu faire une deuxième affiche. Ben Stevens, le fondateur de la Dallas Comic Con, a proposé à Drew de créer une expo sur le travail de sa vie. C'est alors qu'en 2016 ouvre la Galactic Gallery à Flower Mound. Voilà, si vous êtes de passage au Texas, vous pouvez aller voir ses œuvres originales. Et pour être plus récent, Drew a été introduit en 2020 au Hall of Fame des illustrateurs. Nous sommes maintenant en 2008, Drew a récupéré toutes ses œuvres et décide après 38 ans de carrière de prendre sa retraite. Depuis, Drew vit une vie tranquille avec sa femme à peindre occasionnellement pour lui et ses amis. Comme par exemple pour George Lucas avec le poster de Star Wars 7, ou encore pour son grand ami de toujours, Frank Darabont, qui réalisait à cette époque The Walking Dead. Bien évidemment, j'ai parlé que des projets principaux, mais j'aurais pu citer le fait qu'il a fait des posters pour Harry Potter, Blade Runner ou même Hellboy. Art is necessary. It's for truth, it's for kindness, it's for goodness, it's for love. It keeps the world happy and good and healthy. It's my 3 things: truth, beauty, love. If you got that, you're gonna make the world a better place. Do it. And do it with all your heart. Voilà, c'était l'histoire d'un homme dont le destin était déjà tracé par son prénom, Drew Struzan. Merci d'avoir suivi, et à bientôt.